Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder la séquence 3 du programme de l'économie générale destiné aux élèves de la deuxième année sciences économiques. Cette séquence qui s'intitule « La politique budgétaire ». Il sera divisé en deux paragraphes qui sont le budget et la régulation par le budget. Le paragraphe 1, le budget, sera articulé sur deux points qui sont, premièrement, l'évolution de la conception du budget et deuxièmement, la loi des finances. On commence d'abord par le premier point, l'évolution de la conception du budget. On va distinguer dans cette évolution la conception libérale et la conception keynésienne. Mais avant, on va définir très brièvement les formes ou les conceptions de l'État dans les économies de marché. Comme vous l'avez déjà vu au cours des séances précédentes, on peut distinguer l'État gendarme ou l'État protecteur et l'État-providence ou l'État interventionniste. Les fonctions de l'État gendarme. Ces fonctions sont, généralement, le maintien de l'ordre public, la justice et la défense nationale. Le maintien de l'ordre public consiste à protéger les biens et les personnes. La justice se manifeste au niveau de la protection des individus afin que l'économie connaisse des règles précises. Et enfin, la défense nationale qui consiste ou qui se manifeste au niveau de la protection de la société et de la nation contre l'extérieur. Les fonctions de l'État-providence sont la fonction d'allocation, la fonction de stabilisation et la fonction de redistribution. La fonction d'allocation consiste à produire des biens et des services non marchands par les administrations publiques, tels que les services de la santé, de l'enseignement et l'éducation, les services de la sûreté nationale, etc. Il consiste aussi à produire des biens et des services marchands par les propres entreprises de l'État, les entreprises publiques, telles que l'OCP, l'Office national des chemins de fer, etc., l'Office national de l'eau et de l'électricité, etc. Et la fonction d'allocation consiste aussi à réglementer la production du secteur privé. La fonction de stabilisation consiste à prendre des mesures et des décisions de politique économique pour corriger les déséquilibres qui peuvent se manifester sur le marché des biens et services tels que l'inflation, sur le marché du travail tel que le chômage, etc. La fonction de redistribution, enfin, consiste à faire des prélèvements fiscaux et parafiscaux et à les redistribuer pour corriger les inégalités sociales. La conception libérale du budget. Pour les libéraux, le budget est un simple document administratif et comptable qui prévoit pour une année et qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Son impact sur l'activité économique est passif.
Pour les libéraux, la discipline budgétaire doit être rigoureuse. Qu'est-ce qu'on entend par orthodoxie financière? L'orthodoxie financière est une doctrine économique et financière qui prône la rigueur budgétaire. Il faut réduire au minimum possible les dépenses, le respect de l'équilibre budgétaire, les recettes doivent être égales aux dépenses, et la solvabilité de l'État et des agents économiques en général. Pour concrétiser la conception du budget chez les libéraux, on peut citer l'économiste classique David Ricardo. Je cite, « Malgré l'énorme dépense que le gouvernement anglais a faite pendant les 20 dernières années, il paraît certain que cette déperdition de richesse a été plus que compensée par l'augmentation de la production nationale. » Je cite Ricardo toujours, « Et cependant, il faut reconnaître que sans les prélèvements de l'impôt, cet accroissement de richesse eût été plus rapide. » Je continue la citation de David Ricardo. « Il y a peu de taxes qui n'aient une tendance à diminuer la puissance d'accumulation inhérente aux capitaux. » D'après David Ricardo, au-delà d'un certain seuil, les dépenses publiques représentent une déperdition des richesses. Selon lui toujours, les impôts et les taxes représentent des prélèvements qui limitent la croissance de l'activité économique d'une part et l'accumulation de la richesse privée d'autre part. Pour les économistes classiques et néoclassiques, le budget et donc le budget de l'État doit être équilibré, c'est-à-dire que les dépenses ne doivent pas excéder les recettes. Le déficit budgétaire est proscrit. L'État doit se plier à la conjoncture et non pas être actif. Il doit baisser ses dépenses dans une conjoncture descendante et les augmenter lorsque la conjoncture le permettra, c'est-à-dire ascendante. Le bon État, selon les libéraux, doit être un État sobre, c'est-à-dire que la part consacrée aux dépenses publiques dans le PIB doit être raisonnable. Pour les libéraux, le déficit se traduit par des tensions inflationnistes, des montées artificielles des taux d'intérêt qui découragent l'investissement et diminuent le profit. Le déficit se heurte aux contraintes monétaires et induit des pertes de compétitivité qui menacent les échanges extérieurs du pays et la valeur externe de la monnaie. Pour schématiser ces propos, on va essayer d'élaborer le schéma suivant. Le déficit public est la situation où les dépenses sont supérieures aux recettes, ce qui traduit un besoin de financement de l'État. Ce besoin de financement qui peut pousser l'État à recourir à l'emprunt
d'une part, ou créer la monnaie d'autre part. Le recours de l'État à l'emprunt entraîne une hausse de la demande des capitaux sur le marché des capitaux, et la création monétaire entraîne des tensions inflationnistes. La hausse de la demande des capitaux et les effets inflationnistes entraînent une hausse des taux d'intérêt. Cette hausse qui peut entraîner une hausse des charges financières des entreprises. Avec les tensions inflationnistes, ceci entraîne une hausse des coûts de production, des prix de revient des biens et services produits par les entreprises nationales. La hausse des prix de revient entraîne une diminution de la compétitivité de l'économie nationale. Conjugué à la hausse des charges financières, ceci peut entraîner une baisse des profits. La diminution de la compétitivité nationale entraîne une dégradation du solde de la balance des paiements. Avec la baisse des profits, ceci va entraîner un ralentissement de la croissance. On passe maintenant à la conception keynésienne du budget. Keynes assigne à l'État la tâche de réaliser une politique budgétaire. Il suggère que l'État devrait faire exactement l'inverse de ce que font les individus. Quand le revenu national augmente, quand le revenu national baisse, que les dépenses privées diminuent, l'État doit intervenir pour soutenir activement l'économie en injectant des dépenses supplémentaires pour soutenir la demande effective qui influence le volume de production et par la suite le niveau de l'emploi. À l'inverse, en cas de surchauffe, c'est-à-dire la situation d'une très forte demande, quand le revenu augmente, les prix augmentent plus vite. Quand l'investissement dépasse les possibilités de l'épargne, l'État doit dans ce cas réduire ses dépenses afin de limiter la surchauffe, c'est-à-dire l'augmentation de la demande globale. Par politique budgétaire active, nous entendons, je cite l'économiste américain Paul Samuelson, nous entendons le processus consistant à manipuler les impôts et les dépenses publiques aux fins de contribuer à amortir les oscillations, c'est-à-dire les fluctuations, les variations, etc., les oscillations économiques, favoriser le maintien d'une économie progressive en croissance, assurant un degré d'emploi élevé, affranchi de toutes les poussées excessives de l'inflation ou de la déflation. L'économique, tome 1, Paul Anthony Samuelson. Selon les keynésiens, donc, le budget est actif. Il représente un outil de politique économique. Pour montrer les effets positifs de la politique budgétaire, dans la relance de l'activité économique, Keynes fait appel à ce que l'on appelle le multiplicateur d'investissement qui représente l'édifice ou l'élément fondamental de sa théorie. Pour expliciter la notion de multiplicateur d'investissement, on va partir de l'exemple suivant. Il s'agit d'un exemple fictif. Imaginons un gouvernement qui décide d'accepter un déficit
budgétaire de 100 milliards de dirhams à la suite d'une augmentation des dépenses d'investissement. La dépense engagée par l'État va se trouver entre les mains de ses fournisseurs en biens et services, qui, eux aussi, vont distribuer la somme reçue sous forme de revenus, sous forme de salaire, d'intérêts, de dividendes, de loyers, de redevances, etc., pour rémunérer les facteurs de production ayant contribué à la production des biens et services vendus à l'État. Si, par exemple, les revenus reçus sont consommés pour 80% et épargnés pour 20%, le résultat de ce processus à la suite d'une vague de revenus et dépenses peut être explicité selon le tableau suivant. Vous avez la variation de l'investissement, c'est-à-dire l'injection de 100 milliards au départ, qui va entraîner l'augmentation des revenus de 100 milliards. Les revenus reçus seront consommés pour 80 milliards et épargnés pour 20 milliards. Les 80% de revenus qui sont donc reçus seront consommés, eux aussi, à titre de 80% et épargnés pour 20%. Donc les 80 milliards seront consommés, excusez-moi, pour 64 milliards et épargnés pour 16 milliards, et ainsi de suite. Enfin, au bout de ce processus de vague dépenses-revenus, on se trouvera avec un revenu de 500 milliards, composé d'une consommation au cours de la période, de ces périodes de 400 milliards, et une épargne de 100 milliards. Le multiplicateur de l'investissement est égal à l'inverse de la propension marginale à épargner, c'est-à-dire 1 divisé par 1 moins 0,8 est égal à 1 divisé par 0,2 est égal à 5. La variation du revenu, donc, sera l'investissement initial, engagé initialement, multiplié par le multiplicateur qui est égal à 5, est égal donc à 500 milliards de dirhams, par exemple. Donc, un investissement initial de 100 milliards va générer un revenu national supplémentaire de 500 milliards. La formule du multiplicateur est donc 1 divisé par 1 moins C, avec C qui représente donc la propension marginale à consommer. La variation du revenu est égale à l'investissement initial multiplié par K. K, c'est le multiplicateur d'investissement, delta R, c'est la variation du revenu, delta I, c'est la variation de l'investissement, PMC, c'est la propension marginale à consommer, et enfin, PME, c'est la propension marginale à épargner. Définition du multiplicateur. On appelle K le multiplicateur d'investissement. Il nous indique que lorsqu'un accroissement de l'investissement global se produit, le revenu augmente d'un montant égal à K fois l'investissement initial, à K fois l'accroissement de l'investissement. Remarque, les effets du multiplicateur d'investissement seront de plus en plus importants lorsque la propension marginale à consommer a tendance à augmenter et la propension marginale à épargner a tendance à diminuer. C'est ce qui peut être illustré à l'aide de l'exemple suivant. Un investissement de 100 milliards, une consommation de 80%, une épargne de 20%, le multiplicateur sera égal à 5, donc le revenu créé sera de 500. Si la propension marginale à consommer descend, baisse à 50% et l'épargne 50%, le coefficient multiplicateur sera 2 et donc
le revenu créé sera seulement de 100 milliards au lieu de 500. Si la proportion marginale à consommer augmente à 90%, la proportion marginale à épargner sera de 10% seulement, le multiplicateur sera de 10 et donc les revenus créés seront de 1000 milliards d'unités monétaires. Le mécanisme du multiplicateur peut être schématisé de la manière suivante. Un investissement public entraîne une augmentation de la production. Cette augmentation qui à son tour va entraîner une augmentation des revenus. L'augmentation des revenus entraîne une augmentation de la consommation, qui va entraîner une augmentation de la production, et ainsi de suite. Ce sont des effets de multiplication ou d'entraînement. L'accélérateur de l'investissement maintenant. Le principe de l'accélérateur met en évidence la relation qui existe entre la variation de la demande et la variation de l'investissement. La variation de la demande, c'est la cause. La variation de l'investissement représente la conséquence de cette cause. Donc la variation, l'augmentation par exemple de l'investissement est la conséquence d'une augmentation de la demande. Voici un schéma qui représente le cercle vertueux. Le cercle vertueux de l'investissement peut être schématisé comme suit. L'investissement multiplie la création des richesses et donc des revenus. La création ou l'augmentation des revenus entraîne une augmentation de la demande des biens de consommation, la consommation des ménages, la consommation des administrations publiques, la consommation des entreprises, l'investissement des entreprises, les exportations, etc. Donc, l'augmentation des revenus entraîne une augmentation de la demande. Cette augmentation de la demande, pour la satisfaire, il faut augmenter la production. Ici, les entreprises travaillent dans le cadre d'un plein emploi, c'est-à-dire que toutes les capacités de production des entreprises sont pleinement utilisées. Il faut investir pour augmenter la production. C'est cette augmentation de la production qui sera destinée pour faire face à l'augmentation de la demande. Donc, l'augmentation de l'investissement multiplie la création des richesses. L'augmentation des richesses, c'est-à-dire du produit intérieur brut, augmente le revenu. L'augmentation des revenus entraîne une augmentation de la demande. L'augmentation de la demande exige une augmentation de la production. Cette augmentation de la production qui entraîne une augmentation de l'investissement. L'augmentation de l'investissement, donc la demande, accélère l'investissement. C'est donc le schéma. Je répète, une augmentation de l'investissement multiplie les revenus. Les revenus entraînent une augmentation de la demande. La demande accélère l'investissement et on entre dans le cadre d'un cercle vertueux. Un cercle vertueux, c'est-à-dire un processus d'entretien des effets positifs, des effets d'entraînement qui s'auto-entretient, c'est-à-dire un effet positif entraîne un effet positif et ainsi de suite. Voilà donc comment on peut résumer le cercle vertueux
de l'investissement. L'investissement multiplie la richesse créée et par la suite le revenu. Le revenu entraîne une augmentation de la demande qui accélère l'investissement et ainsi de suite. La séance d'aujourd'hui prend fin. Je vous remercie pour votre attention. Je porte à votre connaissance que la séance prochaine va porter sur l'étude de la loi de finances en cours, c'est-à-dire le budget de l'année 2020 et la loi de finances rectificative de l'année 2020. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine séance.